Alors, je vous présente un collègue de Hydro-Québec. On est tous les deux retraités et très heureux de l'être. Puis Alain, il fait une présentation pour justement nous donner des trucs et aussi les conséquences si on ne fait rien là, pour les changements climatiques. Alors, je laisse la parole à Alain. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Ben bon dimanche à tous. Par cette journée pluvieuse, les gens ne sont pas en train de se promener à l'extérieur. On espère qu'il va arriver quelques personnes. Merci d'être là. Merci, Pat, de m'introduire. Merci surtout à Éric Ferland, qui est peut-être pas loin, qui est de l'autre côté, qui fait un travail formidable ici au festival. Franchement, je découvre plein de gens super. Bon, Pat, il vous en a parlé un peu. Moi, je suis oui, un retraité, mais j'ai fait carrière dans l'hydroélectricité principalement. J'ai participé à la construction de plusieurs centrales hydroélectriques à la baie James. Et j'ai fait le gros de ma carrière en relation avec ça. Alors, pendant que j'étais très occupé à construire des centrales, je ne me rendais assez peu compte que j'émettais beaucoup de GES en même temps. Alors, depuis quelques années, je commence à m'intéresser au changement climatique, à savoir c'est quoi. Être capable d'expliquer à mes enfants, finalement. Alors, je ne suis pas ici comme spécialiste ni de l'hydroélectricité. Je suis ici comme père de famille et grand-père qui va être capable de répondre aux questions de ses enfants et de ses petits-enfants parce que c'est de l'avenir de nos enfants qu'il s'agit. Alors pour ce faire, je me suis joint à un groupe, en plus d'avoir travaillé par moi-même dans des recherches pour savoir qu'est-ce qui en était. Je me suis joint à un groupe qui s'appelle les Shifters. C'est un groupe de bénévoles. On est 4000 bénévoles qui se répartissent surtout en Europe, dans les pays francophones d'Europe, et on est 150 ou un peu plus à Montréal, qui ont comme objectif la décarbonation de l'économie, de l'environnement. Et pour faire ça, ben, on diffuse l'information, on offre des conférences, il y a 3 conférences qu'on offre, dont celle que je vais vous présenter. Et on a aussi d'autres conférences. Vous pouvez communiquer avec The Shifters si ça vous intéresse d'avoir quelque chose dans votre école ou dans votre entreprise. Nous supportons, les Shifters, nous supportons une autre organisation qui s'appelle The Shift Project. Vous pourrez voir theshiftproject.org. Ça décrit, là, c'est des professionnels qui bâtissent l'information que nous diffusons. Alors, en gros, c'est ça. Alors, la conférence qu'on va regarder aujourd'hui, que je vais vous présenter, ça dure à peu près 40 minutes. Ça s'adresse au grand public, puis vous aurez l'occasion de poser des questions suite à la conférence. Alors, on va commencer. En fait, on va voir un peu, on va démystifier l'effet de serre pour savoir c'est quoi l'effet de serre, parce que des fois, on entend parler, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Le climat, les événements extrêmes du climat, la consommation qu'on a qui entraîne tant de GES, on va expliquer comment. Nous, au Québec, c'est quoi qu'on produit comme GES? Quoi notre impact? Et on va parler de solutions, pas de solutions politiques ou industrielles, mais de solutions individuelles qu'on peut mettre en action immédiatement. Parce qu'on va voir qu'il y a une espèce d'urgence dans ça. Bon, l'effet de serre. L'effet de serre, on va commencer par expliquer s'il n'y en avait pas d'effet de serre, qu'est-ce qui se passerait sur notre planète. Alors, l'effet de serre, c'est un bienfait pour l'humanité. Parce que l'effet de serre, s'il n'y en avait pas, là, il y a des petits flashs, monsieur le technicien. Il n'y avait pas d'effet de serre sur la planète Terre, bien, il ferait moins 18 degrés. Les rayons du soleil
serait réfléchi sur la surface de la Terre et on se retrouverait à moins 18, ce serait pratiquement pas vivable sur la planète. Donc, heureusement, sur la planète, il y a une atmosphère. Dans cette atmosphère, il y a plusieurs gaz, dont certains sont des gaz à effet de serre. Le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Et il y en a 3 autres importants, dont le CO2, le méthane, puis le protoxyde d'azote. Alors, les rayons du soleil franchissent l'atmosphère, en partie, parce qu'il y en a qui sont reflétés avant d'entrer. Et une fois sur la Terre, ils vont se dissiper de 3 façons. Il y en a une partie qui va réchauffer l'eau pour créer de la vapeur d'eau. Il y en a une partie par convection qui va réchauffer la surface de la Terre. Et il y en a une partie qui va être réfléchie, qui va comme rebondir pour retourner au-delà de l'atmosphère. Et va refranchir l'atmosphère en traversant les gaz à effet de serre et en leur transférant de l'énergie. L'affaire, c'est que par nos activités humaines, depuis l'industrialisation, on a augmenté ces gaz à effet de serre. Et donc, on a augmenté l'effet de serre. Parce que plus de CO2, ça fait plus de gaz à effet de serre, donc plus de réchauffement. Jusqu'à présent, tous ces gaz, ce CO2 qu'on a envoyé dans l'atmosphère, ont augmenté la température terrestre en moyenne de 1 degré. Alors, ça fait quoi 1 degré? C'est-tu grave? C'est-tu pas grave? 1 degré, c'est quand même pas la fin du monde, là. Mais ça fait quoi au juste? Alors, pour ça, il faut regarder un peu le climat. Quel effet que ça a sur le climat? En fait, si jamais la température de la Terre augmentait de 2, 3, 4 degrés, qu'est-ce qui se passerait sur la Terre? Dur à dire. Mais on peut retourner en arrière. Si on retourne 12 000 ans en arrière, il faisait 5 degrés plus froid qu'aujourd'hui. Alors, voyons ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Alors, à l'époque, il y a 12 000 ans, ici, au-dessus de nos têtes, il y avait 2-3 kilomètres de glace. La glace s'étendait jusqu'à Washington à peu près, en permanence, là, la calotte glaciaire. En Europe, il y avait de la glace. Berlin était sous la glace, Moscou était sous la glace. Le niveau des mers était 120 mètres plus bas. Et toute cette glace-là, ça absorbait de l'eau. Donc, 120 mètres, 400 pieds plus bas qu'aujourd'hui. Ça, c'est la géologie qui nous dit ça. Alors, en 12 000 ans, ça a pris 5 degrés. Ça a rapetissé la calotte glaciaire. Si on prenait plus, parce que là, on ne parle pas de 5 000 ans, mais on parle que dans 100 ans, il pourrait y avoir un 3, 4, 5 degrés, dépendamment des comportements qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, que deviendrait notre calotte glaciaire si, dans les prochaines décennies, on allait gagner quelques degrés? Donc, c'est difficile à prévoir, on ne le sait pas. On n'a jamais vécu ça. Une croissance aussi grande en aussi peu de temps, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Pour comprendre ça, il faut regarder le climat. Le climat. Alors, la météo, vous connaissez bien, mais le climat, c'est un peu la compilation des données météo, des moyennes de température d'une journée à l'autre, les moyennes par mois, de température, de pluie, de sécheresse aussi. Et c'est assorti d'événements extrêmes. Quand on sort de la moyenne de température, on peut se retrouver dans un événement extrême, une affaire qui n'est jamais arrivée. Ou en tout cas, selon les statistiques qu'on a, qui n'est jamais arrivée. Donc, quand il arrive ces changements, ces événements extrêmes-là, bien entendu, ça affecte les écosystèmes, ça affecte nos vies aussi, parce que
fait très chaud pendant très longtemps, on va peut-être avoir de l'inconfort. Alors, comment sont manifestés ces événements extrêmes dans les dernières 100 ans, 125 ans? Alors, depuis la révolution industrielle, les canicules sont plus fréquentes. Ça, c'est des observations aujourd'hui, avec le changement climatique d'aujourd'hui. Presque 3 fois plus de canicules. La fréquence est plus grande. Les précipitations intenses sont plus fréquentes aussi. Les sécheresses sont plus fréquentes. Ça, ces données-là, ils figurent dans le dernier rapport du GIEC. Je vais présenter un peu différemment, mais c'est exactement ces chiffres-là qu'il y a dans le rapport du GIEC. Alors ça, c'est la situation actuelle avec 1 degré. Si on allait prendre 2 ou 3 degrés ou 4 degrés de plus, c'est à prévoir quelle serait l'ampleur de ces événements extrêmes. Là, je vais vous faire grâce, parce que je vais vous donner des exemples, mais je vais vous faire grâce de ce qu'on a vu aux nouvelles en Australie, en Californie, en Colombie-Britannique il y a 2 ans, en Europe, coupe de sécheresse, des inondations en Allemagne. Je vous fais grâce de ça. On va parler du Canada, chez nous, pas loin. Canada en 2002, on ne tourne pas trop loin en arrière. Alors, il y a un certain nombre d'événements extrêmes qui sont diffusés par le ministère de l'Environnement du Canada. Alors, le premier que j'ai noté, c'est des températures extrêmes dans l'ouest du Canada, à Regina et à Edmonton. On a battu des records au début de l'année 2022, des records de 1884 et 1880. C'est presque aussi loin que les données existent. Dans l'Atlantique, en janvier 2022, il n'est jamais tombé autant de neige. L'accumulation de neige, c'est un record historique. Pas loin de là, en Nouvelle-Écosse, le mois de janvier 2022, ça a été des pluies historiques. En Colombie-Britannique, en avril 2022, ça fait un peu. C'était le 16 ou le 17 avril 2022. Un an presque jour pour jour. Il y a eu 26 records de température de froid enregistrés. Ça a été le mois d'avril le plus froid de l'histoire en Colombie-Britannique. Le derecho qu'on a eu en mai, alors là, il y a 11 mois, on oublie vite, hein? Derecho, ça c'est. J'ai appris le mot, j'ai appris le mot dans la dernière année. Derecho, c'est une espèce de couloir de vent sur 200-300 km de large qui peut parcourir, dans ce cas-ci, c'est 1000 km. C'est parti de Sarnia, en Ontario, puis c'est venu finir au nord de la ville de Québec. Des vents qui ont monté jusqu'à 195 km/h. Ça a fait beaucoup de dommages. Ça a fait beaucoup de gens sans électricité. On parle d'1 million de personnes, comme on a eu récemment avec le verglas. Il y a eu un peu moins qu'1 million de réclamations d'assurance et 1 milliard de dollars de dommages réclamés aux assurances. Puis là, je vous fais grâce parce qu'en Ontario, il y a eu des décès, là, mais je ne veux pas être trop macabre avec ça. Là. Il y a eu 10 décès en Ontario et 1 au Québec. Au Manitoba, ils ont eu un hiver extrêmement enneigé. Dans les 3 plus importants depuis un siècle, la neige qui est tombée au Manitoba à l'hiver 2022. Au printemps 2022, là, ils ont eu des records de pluie. C'est ça qui a causé les inondations. Et le plus récent, c'est l'ouragan Fiona qui est abattu dans l'est du Canada et on a enregistré la pression barométrique la plus basse jamais enregistrée au Canada. On peut appeler ça un événement extrême. Le plus important ouragan au Canada, dans l'histoire du Canada. Donc, je veux simplement vous expliquer
que les événements extrêmes, il y en a. On ne les voit pas, on les oublie, mais il y en a. Ils vont être plus fréquents. Si la température continue, elle va continuer à augmenter, il faut aller dans une certaine limite. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à s'exposer à un risque pareil? Qu'est-ce qu'on a fait pour que ces risques-là nous soient devant nous? Alors, juste pour expliquer, ça a un lien avec l'énergie. Alors, depuis la révolution industrielle, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme s'est mis à retirer du sol des énergies non renouvelables, des énergies qui prennent 10, 20 millions d'années à se former. Carbone qui rentre dans la terre, puis ça prend longtemps, mais ça forme le charbon, le gaz, puis le pétrole. Alors, en 100 ans, on s'y met à cueillir ce carbone, le faire brûler, puis ça l'a émis du CO2. Ça a remis du CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2 est en quantité si grande que les processus naturels d'absorption du CO2 ne fournissent pas. Fait qu'il s'accumule. Fait que ça a commencé avec la machine à vapeur, les machines à vapeur, les bateaux à vapeur, tout ce qui marchait à vapeur au début du siècle. Là, au début du siècle, on s'est mis à consommer du charbon de façon massive. Dans les années 60, c'est le pétrole qui est devenu très d'usage. Mais on n'a pas ralenti le charbon, là. Par-dessus le charbon, on a le pétrole qui est intervenu. Alors là, encore là, plus facile, plus de moteurs, le véhicule, le chauffage à essence au lieu du charbon. On s'est modernisé, on a amélioré nos conditions de vie avec ça. Dans les années 70, on a électrifié ici puis ailleurs. C'est-à-dire que les gens avaient l'électricité dans leur maison, les usines avaient l'électricité, moteurs électriques, trains électriques. On a électrifié. Ça a donné un boost à la qualité de vie avec tous les appareils électriques qu'on peut avoir dans nos maisons. Alors ça, l'effet pervers de ça, c'est que, puis à l'époque même, là, l'hydroélectricité est apparue au Québec, là, mais on produisait l'électricité avec des énergies fossiles. C'est récent, puis c'est encore le cas. C'est encore le cas. Sur la planète, il y a encore 65 % de l'électricité qui est produite avec des énergies fossiles. C'est très émetteur. Bon, tout ça a fait donc des émissions de carbone qui aujourd'hui, ce chiffre, il y a 40 milliards de tonnes de CO2 qui sont envoyées dans l'atmosphère chaque année. 40 milliards de tonnes de CO2. Puis là, je n'ai pas mis le méthane puis le protoxyde d'azote. Donc, il y a une petite stagnation, parce que là, il faut comme faire quelque chose. Là. Mais ceci a fait que entre 1937 et aujourd'hui, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est passée de 280 ppm à 420 ppm, presque doublé. 420 ppm, c'est une concentration de CO2 inédit dans l'histoire de l'humanité. C'est jamais arrivé depuis qu'il y a des hommes qui aient 420 ppm dans l'air. Ça fait 4 millions d'années qu'il n'y a pas eu 420 ppm dans l'air. Et de croître autant en ppm en aussi peu de temps, c'est aussi inédit. C'est ça qui crée la situation indésirable qu'on a aujourd'hui. Depuis le début de l'industrialisation, 2500 milliards de tonnes ont été émis. Ce n'est pas trop difficile à calculer. Hein? Vous savez qu'on produit 100 millions de barils de pétrole par jour. Puis on le consomme. Ça, c'est à part du charbon et du gaz. Ce n'est pas étonnant qu'on soit à 40 milliards de tonnes par année. Ce n'est pas étonnant. Si on fait le cumul de ça, puis le CO2, c'est qu'il reste dans l'atmosphère. 100 ans après qu'il a été émis, il en reste 40 %. 1000 ans après, il en reste encore.
Ça veut dire que le charbon qu'on a brûlé en 1923, il y a encore 40 des CO2 émis par ce charbon-là qu'on a encore. Et ça va continuer. Ça prend plus que 1000 ans à disparaître. Le 2500 milliards de tonnes nous a amené à 1,1 degré d'augmentation. Là, c'est sûr que depuis 30 ans, les GIEC, les COP, là, le monde a commencé à réagir, là, les pays, ont commencé à mettre c'est pour ça qu'ici, on est autant mobilisés aussi. Là. Il commence à se faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Avec ce qui a été entendu dans les COP, ça continue d'être mis en œuvre, il va y avoir une stagnation des émissions, à peu près à 45 milliards de tonnes par année. Et ça va nous amener à 6 000 milliards de tonnes à la fin du siècle. 2,5 à 4 degrés d'augmentation de température. Dans les COP, il y a aussi des promesses. Dans 5 ans, on va faire telle chose. Dans 10 ans, on va faire telle chose. Si ça, c'est respecté, là, il va y avoir une diminution avant la moitié du siècle. On va se ramasser à 5 000 milliards de tonnes. 2,1 à 3,5 degrés. Selon l'entente de protocole de Paris 2015, on veut maintenir la température en delà de l'accord de Paris. On veut maintenir en deçà de 1,5 à 2 degrés. Pour réussir ça, il faut limiter les émissions de 500 à 1000 tonnes. Il nous reste un budget de 500 à 1000 tonnes, 500 à 1000 milliards de tonnes de CO2 à émettre d'ici la fin du siècle. Si on continue sur la lancée qu'on a là, dans 12 à 20 ans, on va avoir brûlé notre budget. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose rapidement. C'est pour ça qu'on souhaite, puis on fait la promotion de ça, on souhaite que ces énergies fossiles soient abandonnées le plus rapidement possible. Puis on va vous inviter à agir. On va vous donner 12 leviers d'action pour que vous puissiez participer à ça sans attendre ni le gouvernement, ni la technologie. Vous pouvez faire quelque chose maintenant pour commencer à les réduire. Un exemple. Tout le monde a ça? Bon, dans un petit appareil comme ça, il y a des métaux, étain, cobalt, etc. Il y a aussi du verre, il y a du plastique, du cuivre, l'aluminium, enfin, toutes sortes de métaux. Ces métaux-là sont produits un peu partout dans le monde. Ils sont transformés sous des formes pour être capables de les amener à l'usine. On les transporte vers les endroits où on fabrique les téléphones. Le tiers des téléphones sont faits en Chine, les 2 tiers en Asie. En Asie, actuellement, en Chine en particulier, 73 de l'électricité vient d'énergie fossile, dont 70 charbon en Chine. En Asie au complet, c'est 77 de l'électricité qui est fabriquée à partir d'énergie fossile. Donc, après qu'on a fabriqué l'appareil, on le renvoie dans un pays de consommation, l'Europe ou l'Amérique. On le distribue dans le pays, puis un gentil client qui se fait un plaisir d'aller le chercher, bien souvent en voiture. Quand il a fini, au bout de 2 ans, il l'envoie aux poubelles parce qu'il en veut un plus performant. Il va en racheter un autre. Donc, tout ça, c'est émetteur de CO2. Et l'empreinte carbone d'un objet, quel qu'il soit, c'est l'ensemble de ces émissions-là. Fait que là, je vous inviterai à regarder autour de vous toutes les matières premières qui se trouvent dans les chaises qu'il y a là, dans la structure qu'il y a ici. Tout ce qu'il y a autour de nous, il y a des matières premières qui ont été puisées dans des mines à grands coûts d'excavation et d'émissions de CO2. Je peux aussi vous demander, puis là, ça nous amène dans un univers de consommation. Vendredi, quand je suis venu écouter les autres conférenciers ici, à un moment donné, j'ai levé ma tête comme ça.
Là, j'ai vu la structure du stade. La structure du stade, là, c'est 400 000 mètres cubes de béton. Il y a ça, pour produire ça, ça a pris, on a émis 140 000 tonnes de CO2 pour le béton du stade. Ce que je veux vous dire, c'est que notre univers est rempli de choses qui sont carbonées. Et ça nous a amené dans du confort, mais ça peut avoir un contre-coup indésirable. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va regarder au Québec. Qu'est-ce qu'on a, nous? Au Québec, selon le ministère de la lutte contre les changements climatiques, en moyenne, nous émettons 8,6 tonnes de CO2 équivalent, chaque Québécois. Ça, c'est des émissions. Ça veut dire à peu près 15 tonnes comme empreinte. Je fais grâce des différences, là, mais c'est une grosse quantité de CO2 émis par chacun d'entre nous. Ça se répartit de la façon suivante. Les émissions au Québec sont 42 43 émises par le transport. L'industrie, 30. La résidentielle, résidentielle commerciale, à peu près 10. Agriculture, 10. Déchets, 6. Et un peu d'électricité. Ces mêmes rubriques-là que je vous représente ici, les 6 rubriques sont présentées par des barres. En noir, c'est le transport. C'est la seule qui a augmenté depuis 1990. Les émissions en transport ont augmenté depuis 1990. Il y en a qui disent, l'industrie. En jaune, l'industrie. Ça a baissé de presque 30 dans l'industrie. Ils ont fait de l'optimisation. Et le produit intérieur brut du Québec a augmenté considérablement, mais les émissions ont baissé. Dans l'industrie, ce n'est pas suffisant, parce qu'on vise plus que ça. Dans le commercial résidentiel, ça a baissé aussi pour toutes sortes de raisons. Les autres sont stables. Donc, le gros bobo, c'est le transport. En tout cas, si on veut parce que là, on veut bien s'attaquer au problème, mais par où on commence? Bien, le transport, c'est un gros morceau. On va pogner le gros morceau pour commencer. Donc, en jaune, le transport routier. Il y a aussi le transport hors route, en noir, puis les autres transports, dont l'aérien. L'aérien, ça émet pas tant, mais c'est tous les mêmes qui l'émettent. Transport routier, ça se divise comment? Il y en a 40 que c'est les camions lourds, fardiers, etc. Dans le 60 qui reste, ça se partage entre l'automobile et les camions légers. Alors, si on remarque ici que l'automobile, il y a en 90 versus maintenant, on émet beaucoup moins par l'automobile, malgré qu'il y ait plus d'autos. Les autos sont plus performantes. Par contre, les VUS, les camions légers, dont les VUS, émettent beaucoup plus. Parce que le consommateur québécois, il s'est en allé vers des VUS, des véhicules plus lourds, même s'ils sont plus performants qu'avant. Ça reste qu'au net, on a émis beaucoup plus avec nos véhicules légers qu'avec nos automobiles. C'est une tendance. Alors, s'il y a une correction à faire, c'est peut-être dans ce coin-là. Le citoyen moyen, 80 pour le transport, 80 des émissions, c'est la voiture. L'avion, c'est aussi important, mais il y en a qui ne prennent pas l'avion, puis il y en a qui apprennent beaucoup. Fait que ce 16 %-là, ça peut être un zéro, puis ça peut être selon le profil moyen. Mais on va vous suggérer un endroit pour comment calculer votre empreinte carbone personnelle pour savoir sur quoi tu peux travailler pour améliorer la situation. Ah, on a vu le vélo passer. C'était marqué 0, mais ce n'est pas 0 parce qu'il faut le fabriquer, le vélo. Mais c'est très peu comparé à l'auto. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre le moins possible notre voiture. On va essayer de le troquer contre un autre moyen. Moi, les 10 dernières années que j'ai travaillé, j'ai été travailler en vélo.
pas tous les jours. Puis j'ai pris le transport en commun. Je ne prenais pas ma voiture. Je n'ai jamais pris ma voiture dans les 10 dernières années pour aller travailler. C'est une des façons pour moi de réduire. Ça ne veut pas dire change ta vie au complet. Là. Je suis juste allé travailler en vélo, puis ça m'a fait du bien. Là. C'est vraiment une belle décision, une bonne décision que j'ai prise pour moi-même. Je peux partager. Mon ami Pat qui m'a présenté, lui, il n'a pas de voiture. Il prend comme une auto. Il partage sa voiture. Moi, j'ai réduit la grosseur de la voiture que j'ai encore. Je l'ai réduit. Je ne suis pas à zéro, là, mais j'améliore, je m'en vais vers une diminution. Là. J'ai co-conduit aussi. Je conduis moins rapidement, puis je surveille mes pneus. Je consomme probablement 20 moins d'essence. Ça coûte moins cher, puis ça fait moins d'émissions. En alimentation, les ruminants représentés ici par une vache, c'est très émetteur. Puis je vais expliquer pourquoi. Les 5 premiers groupes ici, là, toute de la viande, toutes des protéines animales. Dans l'alimentation, les 2/3 des émissions dans l'alimentation, c'est des animaux. C'est à cause qu'on mange des animaux ou des produits des animaux. La volaille, c'est 7 fois moins émissif que le bœuf. Fruits et légumes, 120 fois moins émissif que le bœuf. Moi, avant, j'en mangeais peut-être 2-3 fois par semaine de la viande, quand je ne savais pas. Là, j'en mange peut-être 2-3 fois par mois. Fait que j'ai diminué. Je ne vais pas arrêter de vivre, là. J'ai juste fait des petits changements, ça fait une grande différence. Bon, pourquoi la vache? Bon, la vache, elle a 3 estomacs, puis quand elle digère, elle émet du méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre. C'est un gaz à effet de serre 28 fois plus réchauffant que le CO2. Par contre, sa durée de vie est plus courte. On a dit tantôt que le CO2, ça durait 1000 ans, mais ça dure 10 ans. Fait que c'est plus réchauffant, mais ça dure moins longtemps. Pour nourrir cette vache-là, ou les vaches, parce qu'il y en a plusieurs, 70% des surfaces agricoles de la planète, 70% des surfaces agricoles de la planète servent à faire pousser des affaires qui vont nourrir ces animaux-là. Pour arriver à produire autant de nourriture pour ces animaux, on va faire de la culture intensive avec des grosses machines. On va mettre aussi de l'engrais azoté. Quand on produit cet engrais-là, il y a des émissions de méthane. Puis quand on l'épand, on produit du protoxyde d'azote. Protoxyde d'azote, 300 fois plus réchauffant que le CO2. Durée de vie, 128 ans. On n'en émet pas beaucoup, mais c'est tellement puissant que ça compte. On a vu tout à l'heure que c'était 10 % de l'agriculture. Là. Ça vient surtout de l'engrais. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah oui, une fois que la bête est abattue, il faut garder la nourriture au froid. Donc, on consomme de l'énergie pour la maintenir au froid. On va la transporter au froid. On va l'emballer aussi. C'est tous des points d'émission de CO2. C'est ça qui explique que notre bovin il est tant émissif. C'est pour ça qu'il faut diminuer cette consommation-là le plus possible. Puis ça peut se faire facilement et rapidement. Bien entendu, plus on ira vers le végétal, plus on va réduire ces émissions-là, surtout si on mange nos fruits et légumes de saison, quand on peut. Et si on les achète locales, comme on fait l'été dans les petits kiosques, et si on les achète en vrac aussi. Tout ça, ça vient contribuer à diminuer. Donc, on mange moins si possible. En 1975, il y avait 10 % des personnes qui avaient un problème d'obésité. Aujourd'hui, c'est 30 %. On a l'avantage à manger moins. Il y a 1/3 de la nourriture produite qui se ramasse aux poubelles. Gaspillage. Exemple, les invendus dans les épiceries.
Il y a des produits qui restent sur les tablettes. Quand l'épicier, il peut le donner à des œuvres de charité, mais souvent, il va être jeté. Au niveau consommation, vous avez vu apparaître récemment de la publicité à la télé sur les 3R. C'est très récent, j'ai vu ça. On annonce ça à la TV. On suggère aux gens de réduire leurs achats. Acheter quand vous avez besoin. De réutiliser. Friperie, marketplace. On essaye d'éviter que les gens achètent des nouvelles choses. Et si on a vraiment fini avec la chose, on l'envoie au recyclage. Recyclage, c'est récupération de matières premières qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans une mine. Un mot sur l'informatique, parce que ça devient un problème. Dans la consommation de nos jours, ça devient un problème. De 2010 à 2020, il y a 17 fois plus d'échanges sur Internet. 17 fois plus. C'est 30% par année. À tous les 2 ans et demi, ça double. Ça double. Actuellement, le numérique, l'impact sur le climat du numérique est aussi important que le aérien. L'impact sur le climat du numérique est aussi important que la flotte mondiale de camions. Et d'ici 2 ans, si la tendance se maintient, ça va être aussi important que l'ensemble des automobiles sur la planète. Donc, le numérique, il y a un défi. La moitié des données sont transigées par nos téléphones. Il y a la moitié qui passe dans les téléphones. Dans les logements. Oups. Le gros consommateur, c'est le chauffage. Le gros émetteur, mettons. Au Québec, il y a encore 12% de l'énergie 12% de l'énergie consommée dans nos maisons qui sont des énergies fossiles, gaz et pétrole. Il faut gérer la température dans nos maisons. Bon, hier, il y a quelqu'un, vendredi, il y a quelqu'un qui m'a dit si je baisse le chauffage d'1 degré, ma femme divorce. Ben, baisse-les dans ta chambre ou dans le local ou je ne sais pas où, mais bon, il y a une question de confort. Il ne faut pas devenir fou avec ça, mais baisser le chauffage, ça réduit la consommation d'énergie. Et si vous chauffez électrique, c'est sûr que l'électricité, c'est décarboné. Mais, puis M. Fitzgibbon était assis là vendredi, il y a 2 jours, là, il y a 100 térawattheures d'énergie qui doit être trouvée d'ici le milieu du siècle pour réussir à décarboner, à atteindre la carboneutralité. Donc, l'énergie que vous ne consommez pas chez vous va servir à décarboner un autre secteur dans l'économie. Donc, ça vaut, cette gestion du chauffage vaut même si vous chauffez électrique. Avec les 12 éléments que je viens de vous suggérer, vous pouvez réduire du tiers vos émissions personnelles par des actions personnelles chez vous. Et ça peut se faire demain matin. En tout cas, on peut commencer. Pour ça, il faut identifier si vous voulez, vous pouvez identifier votre profil grâce à ces calculateurs-là. Carbon Footprint, c'est le meilleur que j'ai à date parce qu'il tient compte du Québec et de l'énergie au Québec, de la provenance de l'énergie au Québec. Donc, je résume pour finir. J'utilise le plus possible l'alternative à la voiture. Je prends le moins l'avion possible. Je prends l'avion le moins possible. J'éco-conduis ma voiture en réduisant ma vitesse. Je mange moins de viande possible. Je mange de saison et local. Je mange moins tout simplement, puis j'évite le gaspillage. Je
je réduis mes achats neufs, je réutilise le plus possible, je partage, j'achète d'occasion, je recycle, je baisse le chauffage chez moi, je choisis un logement bien isolé si je change de logement et j'isole mon logement si je suis propriétaire. Alors, j'espère que ça va vous inspirer. À vous de jouer à votre manière, à votre rythme, mais vous pouvez faire quelque chose pour participer à décarboner. Je vous remercie, puis je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup. Oui, question? Est-ce que vous m'entendez, là? Oui, hein? Désolée, c'est un micro différent, puis l'autre, il n'y avait pas de pitonnage. Donc, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai pas. Non? En fait, qu'allez-vous faire pour réduire vos émissions? Oui. Allô? Allô? Mais dans le fond, ma question, c'est juste, quand vous dites de réduire la consommation de la viande, tout ça, qu'est-ce que vous dites aux gens qui sont comme, ah, ben moi, j'achète la viande comme bio, en grains, tu sais, comme nourrie au grain. Est-ce que ça, c'est mieux? Est-ce que ça consomme moins? C'est quoi la différence? Les protéines végétales transformées. C'est de ça que tu parles? C'est du vrai bœuf ou du bœuf... de la viande au grain, est-ce que c'est mieux que de la viande bio? Okay. La viande qui est élevée à côté dans ma région, par exemple. Ce que j'ai pu trouver là-dessus, il n'y a pas des... C'est pas moins émissif. Ou à peu près pas. C'est pas évident que d'acheter bio, ça ne baisse pas significativement vos émissions. C'est bon pour votre santé, mais ce n'est pas plus émissif ni moins émissif. Okay. Je pensais que vous parliez des viandes, des substituts de viande. Moi, j'étais extrêmement sceptique, mais comme mes enfants sont végétariens, ma femme s'est mise à faire de la sauce spaghetti avec ces viandes végétales-là. Je ne m'en suis pas aperçu la première fois. C'est vraiment incroyable. Même chose, les hamburgers avec de la viande protéinée et végétale. Mais je ne sais pas ce que c'est comme cycle de vie, puis comment on procède pour toute la fabrication. Tu peux avoir une sauce à spaghetti avec juste de la tomate et des légumes, là, puis c'est très bon. Aussi, bien sûr. Bien sûr. Ah non, il y a toutes sortes d'astuces pour... dans l'alimentation, c'est vraiment un univers pour réduire nos émissions. C'est très facile. C'est très possible. Oui, m'entendez-vous? Bon, je disais que c'est très possible de réduire nos émissions en changeant nos habitudes alimentaires. Moi-même, je le vis, là, puis ça ne me fait pas souffrir. Là. Je veux dire, je trouve que je mange aussi bien qu'avant, probablement beaucoup moins émetteur. Oui, monsieur. Hello? OK. Dans une économie mondiale, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Je vous entends très mal. Dans une économie mondiale, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Dans l'économie mondiale? Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Oui. Et on a parlé des téléphones. Et je pense qu'à peu près tout le monde a un téléphone maintenant. Presque. On en produit 1,5 milliard par année. Et on en jette probablement autant. Et la Chine, quand on parle de la consommation de carbone, c'était 80% de la génération d'électricité était de charbon en 2011.
Je pense que c'était réduit à peu près 60 à 70 C'est maintenant. 65 aujourd'hui, en 2016, parce que les données Ouais. ne sortent pas vite, là, mais Parce que la Chine installe de nouvelles capacités éoliennes et solaires oui. par année, Oui. qui est 2 fois par année. Il installe 2 fois la capacité de Hydro-Québec ensemble, plus que 150 mégawatts, Oui, gigawatts par année. oui, je comprends votre point. Ce n'est pas une question, mais je peux le rajouter. La Chine connaît le plus haut taux de croissance d'énergie renouvelable sur la planète, Oui, et photovoltaïque et éolien. Mais quand tu pars à 70 d'émissions, 70 de ton électricité, puis le pays n'est pas petit, là, 70 de l'électricité produite avec du charbon, bien, ça va prendre beaucoup d'éoliennes. Il y a encore du chemin à faire, pas mal. En attendant, quand on consomme un produit chinois, bien, on achète avec ça une petite poignée de charbon ou une petite poignée de CO2. oui, et la Chine est un pays de contradiction. C'est le plus grand importeur de gaz naturel liquéfié au monde. Un peu pour aider la Russie, leur partenaire. Bon, là, je ne veux pas rentrer dans des considérations politiques. Mais quand on parle des batteries, pour les voitures électriques, maintenant, on peut recycler 95% de le contenu d'une batterie. Oui, selon une entreprise québécoise. Et il y a lithium recyclage au Québec, mais il y a des compagnies à travers... Quelle est votre question, monsieur? Well, il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes en termes de les choix que tu as énumérés. Oui. Mais il y a des autres choses qui sont dans notre contrôle indirectement en termes de gouvernement que nous décidons d'utiliser. Par exemple... Et la question est? Une partie de nos choix, je n'ai pas un choix, par exemple, pour avoir un train à grande vitesse entre la ville de Québec et Windsor, Ontario. C'est faisable. Ouais. On n'a pas fait les investissements. OK. Je vais vous arrêter, monsieur, parce que je veux simplement dire que la conférence d'aujourd'hui concerne les choix individuels. C'est le titre de la conférence, les choix individuels. Il y a beaucoup d'autres choix qu'on peut faire. Il y a des choix collectifs. J'avais des slides là-dessus, mais comme on a 40 minutes, je ne les ai pas montrés. Oui, il y a des choix collectifs qui peuvent être faits, des choix politiques, des choix commerciaux. Ça, c'est une autre slide que je n'ai pas présentée. Donc, aujourd'hui, on se limite aux choix individuels. Merci quand même. Mais on est conscient que des choix politiques de programme. Très important. Oui, effectivement. Donc, on entend. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses, monsieur? Oui, bonjour merci pour votre présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. C'est sans doute un hors-sujet, encore une fois, là. Mais on présente l'hydroélectricité comme une énergie verte. Mais j'ai lu hier un rapport de recherche qui démontre que dans certains cas, c'est plus polluant que la production d'électricité au charbon, en particulier dans les pays tropicaux. Et puis, ce que j'ai jamais trouvé non plus, c'est quand on parle d'impact de l'hydroélectricité, j'ai jamais trouvé de relation claire entre l'impact de la construction d'un barrage ou d'une usine électrique dans le cycle de la vie de l'électricité. De l'hydroélectricité. Ce que je pourrais vous répondre à ça, c'est que moi, j'ai travaillé pendant
plusieurs décennies dans le domaine de l'hydroélectricité. J'ai jamais entendu parler qu'on pouvait substituer l'hydroélectricité par du charbon en étant moins carboné. C'est la première fois que j'entends. D'ailleurs, je serais très curieux, parce que moi, je suis à l'affût d'apprendre toutes sortes de choses. Je serais bien curieux de connaître les sources de cette information-là, puis je me fais un plaisir d'aller vérifier. Et si je me trompe, je vais me corriger. Mais à ma connaissance, avec tout ce que j'ai lu, puis tous les gens que je consulte, c'est la première fois que j'entends dire que le charbon pourrait remplacer l'hydroélectricité, par exemple. C'est pas zéro émission, l'électricité, là. Zéro émission, quand on la fait marcher, c'est très peu d'émissions, mais il y en a toujours. Construire, dans une centrale, les centrales que j'ai construites, il y avait 100 000 mètres cubes de béton. Quand on l'a construit, on a émis beaucoup. Ici, il y en a 400 000 dans le stade. Ça a donné 140 000 tonnes de CO2. Donc, quand on a construit des centrales, on a fait beaucoup d'émissions, mais la durée de vie, c'est 50 ans. Quand tu fais le calcul sur 50 ou sur 100 ans, c'est moins émissif que brûler du charbon, par exemple. En tout cas, mais si vous voulez, après, je vais regarder vos sources, puis je vais le regarder vraiment d'où ça vient, tout ça. Il y a d'autres questions? Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions ou compléments d'information? Je ne sais pas. Je ne vois pas pour le moment. OK. Alors, on va vous remercier. Beaucoup. Merci beaucoup. Juste en passant, il y a un kiosque qui s'appelle la Fresque du climat. Je vous invite à aller visiter ce kiosque-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là. Alors, c'est pas loin d'ici, là, c'est dans ce coin-là. Il y a aussi un kiosque fort intéressant aussi sur l'enlèvement du carbone dans l'air. C'est le kiosque qu'il y a juste là, ici. Ça, c'est du carbone. Ils réussissent à enlever du carbone dans l'air. Mais c'est sûr que dans 40 milliards de tonnes par année, il y a plus qu'une petite bouteille, là. Mais il y a un début de quelque chose. Puis, je vous encourage à aller voir ce qu'ils font ces gens-là. C'est vraiment formidable. Merci beaucoup.